5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'était le face-à-face le plus attendu du lundi dernier. Il y a tout juste une semaine, Boni Yayi et ses compères du parti d'opposition, les démocrates, étaient au cabinet du chef de l'État, Patrice Talon. Au nombre des sujets évoqués, un plaidoyer pour la libération de Joël Aïvo et Ricky Amadougou, l'audit du fichier électoral et le souhait d'une refonte de certaines institutions de la République pour y faire intégrer des représentants à coloration démocrate du nom du parti, bien sûr. La rencontre ouverte à la presse a permis de suivre l'essentiel des échanges, d'analyser les postures des uns et des autres. Si Patrice Talon a marqué son accord pour un examen du fichier électoral, il n'en demeure pas moins qu'il est resté intransigeant sur un certain nombre de requêtes. Je n'ai pas l'intention de gracier Madougou et Aïvo. Le président de la République, la réplique ou le propos du président de la République a été sans équivoque, et à la demande d'Éric Ondité de faire intégrer un représentant du parti Les Démocrates à la Cour constitutionnelle en faisant démissionner un des sages actuels, la réponse du président de la République est sèche, c'est de la manipulation. Au sortir de ce moment intense de dialogue animé par des répliques cultes, des requêtes inassouvies et des postures embarrassantes à la limite du rébarbatif, nous vous proposons ce lundi un échange sur cette actualité avec les francs-parleurs. Pendant ce temps, c'est chaud, très chaud entre les démocrates et la FCBE. Le mariage n'est visiblement pas pour tout de suite, alors qu'il y avait dans les tuyaux ce courrier de Boni Yayi qui a souhaité rencontrer Paul Ompé dans le sens d'une éventuelle unification des forces de l'opposition. Tout ceci semble aller en vrille désormais. En cause, cette déclaration de l'ancien président de la République qui estime que la FCBE n'est pas de l'opposition. Il n'en fallait pas plus pour mettre en furie les coris à travers un point de presse, et ils sont tombés à bras raccourcis sur le président du parti Les Démocrates. Ils sont même allés jusqu'à remettre en cause sa légitimité dans la défense des forces de l'opposition. Comment analyser cette posture de la FCBE? Nous faisons le débat. Puis on finira au Niger. Mais 4 mois après le coup d'État, Mohamed Bazoum est toujours retenu par les poutistes au sein de sa résidence. Il a refusé de signer sa démission et a même saisi la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération immédiate. Mais au-delà du verdict à venir, la question qui se pose est de savoir quel impact cette décision de la Cour pourrait avoir sur le sort du président. Quel impact cette décision de la Cour pourrait avoir sur le sort du président déchu. L'avenir incertain de Mohamed Bazoum est au cœur de ce forum de discussion. Autour de la table, les habituels francs-parleurs de lundi, Francis Elojatale, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alphonse Moïsoudé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Dr Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alphonse Moïsoudé, vous avez suivi avec attention ces échanges entre Patrice Talon et le parti d'opposition, les démocrates, conduit par l'ancien président de la République, Boni Yayi. On a pu avoir l'intégralité des échanges. Qu'est-ce que vous avez observé, tant dans le fond que dans la forme? Bon, écoutez, d'abord, tous les Béninois saluent cette initiative-là, parce que j'ai toujours dit, il était temps que les Béninois se parlent. La politique a fait que nous ne nous parlions pas. Dès que nous avons appris que le chef de l'État souhaitait rencontrer le parti de l'opposition, nous étions contents. Mais ce que, dans la forme, écoutez, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, n'a pas réellement porté le parti Les Démocrates. Sa posture a fait que dans les échanges, le chef de l'État actuel a écrasé la présence du parti Les Démocrates, parce que un leader, ça s'impose. Quand vous voyez la posture dans laquelle s'est retrouvé le président Boni Yayi, c'est comme l'enfant docile. Moi, je n'ai pas du tout apprécié ça. Quand vous incarnez un courant de passé, vous devez pouvoir quand même dire les choses. Ce n'est pas question de il faut faire allégeance. Mais moi, ce qui m'a embêté, le chef de l'État a invité une délégation du parti Les Démocrates. Je n'ai pas compris pourquoi, à l'entame de l'entretien, le chef de l'État s'est retiré avec Boni Yayi pour une entrevue. Moi, ça m'a un peu embêté. On n'a pas reçu Boni Yayi en tant qu'ancien président de la République, mais il est venu avec une délégation. Tout devait être dit devant la délégation. Bon, ça c'est... Maintenant, Éric Ondité, premier vice-président, semble nous dire qu'ils n'étaient pas informés que l'audience serait enregistrée.
Et quand je me suis amusé à regarder un peu sur YouTube, j'ai constaté que c'est la présidence qui a posté la vidéo. Ce n'est pas l'ORTB qui a posté la vidéo. Moi, ça m'a posé un problème. Je dis, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous devez lui dire, ce que nous allons dire doit être enregistré, être diffusé, parce que c'est une audience. Le peuple n'était pas obligé de savoir les méandres de la discussion. Moi, ça m'a un peu embêté, mais maintenant, dans le fond, c'est vrai qu'ils ont eu gain de cause sur 2 sujets, notamment le toilettage du fichier électoral et la libération des étudiants. Nous en avions parlé ici le lundi dernier. Donc le lundi matin, je dis c'est déjà une avancée. Mais ce qui a un peu embêté tout le monde, c'est la fameuse phrase du chef de l'État. Bon, moi je lis ça sur 2 plans. Je lis ça sur les 2 plans. Le premier plan, c'est sur le plan politique, parce que c'est une rencontre purement politique. Ce n'est pas pour parler de société, non, c'est pour parler de la politique. Le chef de l'État, vous savez très bien qu'en 2026, nous aurons les élections générales. Et le chef de l'État ne compte pas permettre à un autre camp de leur arracher le pouvoir. Donc il prendra toutes les dispositions pour que le pouvoir puisse rester dans le camp de la mouvance. Donc il n'est pas question qu'on permette à d'autres compatriotes de venir leur habiller la vedette. Nous connaissons tous la religion de Madougou et celle du professeur Joël Aliba qui veulent conquérir le pouvoir. Le professeur Joël Aliba a fait le tour du Bénin, Madougou aussi a fait le tour d'une partie du pays pour exprimer, ils ont exprimé au peuple béninois ce qu'ils entendent faire, qu'on appelle du pouvoir. Donc c'est suite à leur déclaration que ils se sont retrouvés dans les liens de la justice. Mais je dis, sur ce plan politique-là, c'est normal, le pardon devient une faute par rapport à ce que nous avons vu sur Yahya Boni. Le pardon peut être une faute. Pour la communauté. C'est la phrase entière donc, du président Talon, pour rester fidèle à son propos. Ok. Oui, je suis là, je dis que nous sommes sur le plan politique, mais quand nous rentrons dans le monde, quand nous voyons la fraternité que prône la devise du pays, quelle que soit la faute commise, il faut faire connaître à l'intéressé la faute qu'il a commise, mais le pardon, il faut le faire parce que tout ce temps que nous sommes, quelle que soit la religion que nous pratiquons, on nous a toujours recommandé le pardon. Et moi, j'ai dit les choses ainsi, en face d'une génération montante, c'est que les jeunes peuvent comprendre qu'il ne faut pas pardonner, il faut rester campé sur sa position. Parce que j'ai dit, chaque fois que nous exprimons, que ce soit à la radio, à la télé, il y a des gens qui nous écoutent, et tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas le niveau d'interprétation. Je vous dirai, écoutez, le chef de l'État a dit que le pardon peut être une faute. Donc, par conséquent, pour ne pas commettre la faute, parce que la faute, elle est consciente. Comparativement à l'erreur qui est inconsciente, il dit, je ne vais pas te pardonner pour que tu repères les mêmes erreurs, mais pour que tu cherches à nuire à ma vie. Donc je dis, bon, avec le temps, on va comprendre. J'attendais que les turiféraires du régime sortent pour nous dire non, c'est pas ce que le chef a voulu dire, mais depuis c'est silence radio. Alors, Dr Paul-Marie Ouessou, dans la posture qui était celle du parti les démocrates, on a vu qu'ils ont eu à tenir par moment un discours qui était en porte-à-faux avec les valeurs revendiquées par la dénomination de leur parti, les démocrates. Quel discours par exemple? Demander de faire démissionner un membre de la Cour constitutionnelle pour y faire intégrer une personnalité qui aurait donc une coloration démocratique. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop s'appesantir sur ça. Ça fait partie quand même des séquences fortes mises en avant au détour de ce tête-à-tête entre Patrice Talon et l'opposition. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un exercice hautement politique, un exercice de débat politique. Et donc, dans cet exercice, vous voyez, on met en lumière les faiblesses de l'autre, on met en lumière ses forces à soi. Bon, écoutez, moi comme vous êtes très, très sportif, je vais essayer de vous expliquer la chose un peu avec le sport. Je crois que tout le monde va comprendre cela. C'est ma perception de cette rencontre-là. Je fais cette analogie. Vous savez, dans les années 2010, Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, était l'entraîneur de Barcelone. Et il a inventé une tactique sur le terrain qui s'appelait tiki-taka. Et je crois que c'est le tiki-taka que le président a utilisé. Et
la caractéristique fondamentale du tiki-taka, c'est qu'on garde la balle. L'adversaire a la balle très peu. Et puisqu'il a la balle très peu, on fait tout, on marque le but. Ce qui est sûr, si vous avez la balle à tout moment, vous faites le plus vous avez plus de possibilités pour marquer des buts. Je crois que c'est ce que le président de la République a fait. Et vous aurez donc dû constater que tout au long du débat, il a gardé plus la parole. Il a parlé plus que les autres, alors qu'il était seul. Tout le gouvernement, il y avait quand même des membres de gouvernement qui étaient là, je crois, deux ministres plus le secrétaire du gouvernement. Le secrétaire du gouvernement était là, mais le chef de l'État a parlé plus. Et les autres étaient, je crois, 4. Mais vous voyez ce qu'on appelle les deuxièmes ballons là, ils n'ont pas les deuxièmes ballons, ils ne l'ont pas du tout eu. Et cela est dû à quoi? Cela est dû au fait qu'ils n'ont pas véritablement préparé la rencontre. Parce que des rencontres comme ça, surtout avec le président de la République, se préparent. On fait toutes les possibilités. S'il dit ça, qu'est-ce que nous disons? S'il dit ça, qu'est-ce que nous disons? Je crois qu'ils ont eu trop de respect, comme naturellement dans le jeu tiki-taka, trop de respect pour le président de la République. La rencontre a été empreinte de respect, ce qui est une bonne chose de tous les côtés, mais ce qui a eu à un moment donné trop de respect de la part des autres, ce qui fait que par exemple ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que faire la proposition que les démocrates entrent dans la Cour constitutionnelle, ce qui fait que vous voyez ça vient en gros plan comme une faiblesse des autres aujourd'hui. C'est un peu ça le problème. Et j'espère que les démocrates vont mieux préparer les rencontres à venir et vont mieux pouvoir argumenter, dire ce qu'ils veulent dire et faire chose là. Bon, donc du point de vue de la forme, c'est ça. C'est ce que moi je constate. Mais du point de vue du fond, si nous prenons la question, par exemple, des institutions, l'inclusion au niveau des institutions, c'est de ça qu'il s'agit. On a constaté que le président est resté ferme sur sa position, il a exposé tout ce qu'il pense à ce propos. Je veux, moi, être d'accord avec le président, sauf que quand il dit que nos institutions ont évolué, ont atteint un niveau où sont au-dessus d'un certain nombre de choses, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, vous voyez, le président est un peu enfermé dans ce qu'il perçoit comme succès. Okay? Il perçoit ce qui a été fait jusqu'ici comme succès. Normal, non? Oui, c'est normal. Nous voulons tous percevoir ça comme succès. Sauf qu'il y a une bonne partie du Bénin qui ne perçoit pas ça comme du succès. Et je crois le défi pour le président, c'est de faire partager ce succès-là à tout le monde. Même chose quand il dit qu'il veut créer des codes, il faut créer un code. Si les gens font des fautes, il faut les punir, et choses là. Si le code n'est compris que par vous, ça n'a pas valeur nationale. Et vous êtes perçu comme le problème, non pas comme la solution. Et par conséquent, ça ne devient plus un code national, ça devient un code pour vous. Et quand vous serez parti, ce code va s'estomper. Donc, il est important pour moi qu'on revienne sur un certain nombre de choses. Les institutions de la République chez nous, ce qu'elles représentent dans le cœur du citoyen aujourd'hui n'est pas ce qu'elles représentaient dans le cœur du citoyen avant que le président de la République ne prenne le pouvoir. Et ça, il faut le reconnaître. Peut-être lui ne le perçoit pas, et il faut le lui dire que, en réalité, ce que les institutions représentent aujourd'hui n'est pas ce que les institutions représentaient avant. Parce que beaucoup de choses sont passées par là. Et par exemple, il a incité plusieurs fois, mais malgré ça, vous avez été aux élections, vous avez eu 28 députés, même nombre de députés que le bloc républicain. Écoutez, les autres ne perçoivent pas ça, la chose comme ça. Et c'est pourquoi je dis que c'est du tiki-taka. Et eux, les rebonds là, ils n'ont pas eu la chance d'avoir les rebonds pour pouvoir
expliquer et dire les autres ne perçoivent pas le fait d'avoir 28 députés comme un succès. Ils pensent qu'ils ont été... Attendez, excusez-moi. Oui, il faut prendre aussi l'avis de Francis. Absolument, mais enfin, il faut quand même que je chute par rapport à cela. Ça dit que les autres ne perçoivent pas cela comme un succès. 28 députés, pour eux, ce n'est pas le succès, parce que vous savez comment ça s'est terminé à la Cour constitutionnelle, à leur réclamation à la Cour constitutionnelle après les élections. Vous savez comment ça s'est terminé, et ça s'est terminé simplement par le fait qu'on a dit que les documents électoraux étaient caducs au moment encore où on n'a pas encore fini le processus électoral. Vous voyez, c'est des choses qui ne font pas, qui font qu'on ne peut pas dire que les institutions ont les mêmes choses là dans le cœur du citoyen. Je dis bien sûr dans le cœur du citoyen aujourd'hui qu'avant que le président ne prenne le pouvoir. D'accord. Alors Francis Lojatadé, au sortir de cette rencontre, quel est justement le message presque collectif qui se dégage donc des postures des uns et des autres? Un parti, les démocrates, qui a connu du succès en venant arracher 2 points, notamment ceux liés au toilettage du fichier électoral et à la libération des jeunes étudiants qui se retrouvent aujourd'hui dans les liens de la détention du fait donc d'actes terroristes ou de troubles à l'ordre public qui leur sont reprochés, ou un président qui a vraiment régné presque dans une posture professorale, qui a vraiment montré qu'il maîtrisait beaucoup plus un certain nombre de sujets. Vous avez bien fait déjà de vouloir arrêter mon cher ami Dr Paul-Marie Bessou, qui aujourd'hui me paraît un peu prolixe. Écoutez, j'espère que j'aurai le temps de parole que on essaiera en tout cas. De toute façon, écoutez, tout ça, il faut rappeler en fait le contexte. Le contexte, c'est que c'est l'environnement de la mise en œuvre des réformes avec quelques déboires. Et maintenant, il faut aller au-delà. Il faut trouver des formules pour que nous puissions pacifier l'environnement. Et le chef d'État a bien fait de rappeler, évidemment, que c'est suite à un certain nombre d'informations qui sont parvenues par divers canaux. En fait, que ce soit les institutions, que ce soit les partenaires bilatéraux, multilatéraux et autres. Et c'est lui qui a pris l'initiative d'adresser, en fait, une lettre d'invitation aux démocrates, avec un point mis en exergue, c'est-à-dire la discussion sur l'ensemble du processus électoral. Mais les démocrates portaient aussi d'autres préoccupations. Et je crois, ils nous faisaient l'espoir de pouvoir les évoquer et attendaient que ce soit recevable. Et vous avez vu qu'évidemment que l'ordre du jour était pratiquement concocté en pleine séance. C'est vrai que dans le déroulé, il y a eu d'abord un tête-à-tête avec les 2 chefs d'État. Puis la rencontre a été élargie aux autres. Le chef d'État a convié en fait aussi les ministres, notamment celui de la justice, celui de l'intérieur et puis le porte-parole du gouvernement. C'est bien. Sous le format, c'est très bien. Sauf qu'il ne faut pas en vouloir qu'il y ait eu, je veux dire à Moïse, il ne faut pas en vouloir au chef de l'État, en fait, qu'entre Boni Yayi et Patrice Talon, qu'il y ait eu un tête-à-tête. Boni Yayi, à sa prise de parole, a rappelé qu'il est là avec sa double casquette. Casquette d'ancien chef d'État préoccupé par la situation socio-politique du pays, mais sur la casquette évidemment du président de parti, les démocrates, et qu'il croit qu'en étant président de parti, il accompagnerait mieux son jeune frère. N'oubliez pas que les deux, tantôt c'est Bouyaï qui appelle Talon son jeune frère, mon jeune frère, monsieur le président, et Talon, en général, quand il s'appelle parole, il s'adresse à Yahi Boni et dit mon grand frère, Boni Yahi. Et je crois que Boni Yahi a bien fait de rappeler que ça a été un accueil chaleureux. Donc c'est dans un climat, je crois, très amical, très relax, très convivial que se sont déroulés les échanges. Maintenant, vous vous demandez, mais quelles sont quelle est l'opinion qui se dégage? Ben oui, mais au titre des grandes conclusions, c'est qu'il y a 2 points essentiels. Il y a des points d'accord, des points de convergence, c'est-à-dire des points sur lesquels il y a eu un consensus. Et vous avez bien fait de dire que la question relative à l'audit du fichier électoral est désormais acceptée par les deux. Or, c'était la préoccupation majeure contenue dans la lettre adressée aux démocrates. Maintenant, l'autre question, il y a une seconde question, celle qui est relative évidemment à la libération des détenus. Je crois instamment le chef de l'État a instruit son ministre de la Justice
au fin de faire accélérer la procédure, notamment pour les jeunes qui sont manipulés, qui sont retrouvés dans les liens de la justice, notamment en fait les étudiants dont nous allons parler ici, les artisans en fait, qui ne sont pas suffisamment responsables des actes qu'ils ont posés pour que la grâce puisse accompagner ça. Il est prêt, évidemment, mais il faut d'abord que les jugements se fassent pour que la sentence soit prononcée avant que la grâce n'intervienne. Maintenant, il y a eu des points de divergence, des points de désaccord. Et sur les points de désaccord où il n'y a pas de consensus, vous avez parlé évidemment des détenus politiques, en fait, ceux qu'on appelle détenus politiques, avec Madougou, Joël Aïvo et autres. Et sur le cas Madougou, je crois le président Yahi Boni a même donné pardon. Et le président a dit, mais je ne compte pas Gracier Elekia. Je vous l'ai déjà dit. Je crois que Yahi Boni a semblé dire qu'il a dû oublier. Il a dû être distrait. Bon, voilà, il a dû être distrait. Bon, il ne faut pas être distrait. Quand on est avec le président Talon, il faut d'abord savoir choisir les mots. Il faut bien l'observer quand il parle. Et puis, même les propos, les gestes les plus anodins, il faut faire très attention avec lui. Puisque quand lui a fini de camper le décor, vous avez vu, il a d'abord ajusté sa cravate. Puis, il s'est mis dans un stamulé, dans une concentration extraordinaire. Et il suivait dans les moindres détails les propos, les mots et les gestes. Et quand Boni a fini de présenter les raisons pour lesquelles, les motivations qui ont justifié leur arrivée, et qu'ils ont été à faire un développement, parce que c'était mal l'introduction, un développement, c'est dans ce développement que le président Talon a pêché les faiblesses de certains points de vue, notamment les questions relatives à la non-représentation de membres des démocrates à la Sénat, mais aussi la question de la configuration de la Cour constitutionnelle. Et parlant de points de divergence, vous avez vu que dans une démonstration magistrale, j'allais dire, documentée, référencée, le chef de l'État a montré qu'en fait, s'agissant de la Cour constitutionnelle, il n'a pas modifié les règles du jeu. Et vous avez vu qu'il a cité 96. En fait, quand Kédougou est revenu au pouvoir, il a vu une Cour constitutionnelle installée, non pas par lui. Il a évoqué aussi le cas de 2006, quand Bouyaï est venu. La Cour ne lui appartenait pas. Il a évoqué aussi le cas de 2016 où lui est arrivé, cette Cour lui appartenait. Donc, il n'a pas changé le mot de désignation. Il a eu à un moment donné la volonté de provoquer des mutations au niveau de certaines institutions. Sauf que ça n'a pas prospéré parce que le Parlement n'était pas favorable. Et là, il a donné une pique à Yahi Boni pour dire, mais vous m'avez aussi bloqué. Et à Yahi de dire que non, c'est mon ministre de la Justice. Et c'est lui qui va en répondre. Je crois que Yahi n'assume pas, à un moment donné, c'est des responsabilités qui sont fortes. Et une des grosses coquilles des échanges, c'est la question du statut de FCBE intervenu insidieusement dans les débats. Puisque quand le chef d'État dit non, mais il y a quand même un FCBE représenté à la Sénat, il y a M. Gounou, Sani qui est là. Le président Bouyaï, je crois, de toute façon, comme les discussions sont un peu relaxes, a dû manquer d'un peu de maîtrise et a dit mais ils ne sont pas de l'opposition. On va en parler, tout à l'heure. Et là, vous voyez que, ben oui, mais là, vous voyez que le chef d'État a dit c'est pas parce que il ne m'engueule pas, il ne m'attaque pas, il ne m'injurie pas sur les chaînes, les télévisions, les canaux, qui n'ont pas le statut d'opposition. Et bon, quand le président Bouyaï a insisté qu'ils ne sont pas opposants, il dit mais non, mais c'est pas moi de savoir qui est vrai opposant, qui est faux opposant. Je crois que c'est un peu responsable pour un chef d'État. Et bien, j'ai vu dans le format que le chef d'État Patrice Talon a pris de la hauteur. Et le ton était très élevé. C'est vrai que dans ces prises de parole, on a senti l'autorité. Mais ça se prépare tout ça. Et c'est en cela que je partage plus ou moins les points de vue qui étaient mis par que cette rencontre aurait dû être mieux préparée. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une faillite collective du point de vue, enfin, au sein des démocrates? Est-ce que c'est une faillite collective, vous pensez? La question, par exemple, de l'amnistie. Cette question est une question importante. Vous savez évidemment que le chef de l'État, s'il nous écoute, il faut qu'il sache que je ne sous-estime pas le degré de juridicité du peuple béninois. Mais je constate que parfois, sur des débats techniques, le peuple ne comprend pas. Le chef de l'État a dit que je ne compte pas gracier. Bon, enfin, certainement que les chefs d'accusation ou d'inculpation de Madougou ne sont pas éligibles, par exemple, à la grâce présidentielle. Mais il y a quand même une porte, l'amnistie.
Je crois qu'il a dit, on veut votre soutien, accompagnez-nous. Et il dit, non, je ne compte pas accompagner. C'est pour dire qu'il ne veut pas interférer dans le processus. Donc il appartient aux députés. Mais les députés appartiennent quand même à cette majorité. Oui, une majorité. Et accompagnent un leader. Donc on veut évidemment une action souterraine du leader pour faciliter la conduite. Je crois que Nicole Dreyfus, parlant de l'amnistie, a dit que en fait cette loi vient pour pacifier, pour remettre la paix dans une société qui a été déchirée par des confrontations, par des guerres, par des crises. Bon, donc si nous voulons vraiment construire la paix, il faut que le chef d'État, je crois qu'il avisera. La suite, vous avez vu par la coup, les prières ont commencé dans les mosquées pour que Dieu change le cœur de Patrice Talon. Par exemple, que son cœur est trop dur. Mais je dis que le chef d'État parfois il dit des choses, mais il change. Vous avez vu, il a dit qu'il ne va pas changer son équipe gouvernementale. Ça peut changer aujourd'hui, mais ça peut changer demain. Ah ben oui, c'est et la même phrase est revenue. Donc c'est bien possible que sous peu qu'il change de cap et qu'il permette à Joël, à Ivo et à Madougou de retrouver évidemment la liberté et de sortir de l'univers carcéral. C'est le souhait. Très bien. Alors Alphonse Boïchoulet, dans l'opinion aujourd'hui, lorsqu'on observe un peu et on lit à peu près ce qui se dit un peu partout, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, dans les forums de discussion et autres, on se rend compte que la plupart des personnes arpentent la réflexion de ce que le parti d'opposition, les démocrates, en tout cas les représentants du parti d'opposition, les démocrates, sont des manipulateurs, sont antidémocratiques, sont un certain nombre de choses. Finalement, c'est ça qui transparaît dans l'opinion. Est-ce que c'est le message qu'on a voulu faire passer? Moi, écoutez, ou c'est le parti lui-même qui s'est sabordé? Je vais me situer sur le plan de la communication politique. Il y a eu d'un côté manipulation, il y a eu de l'autre côté la connivence. Il y a eu de la connivence de la part de Boni Yayi. Il y a eu de la connivence. Vous ne pouvez pas être leader d'une opposition et avoir cette attitude-là. C'est pas possible. Quelle attitude? Écoutez, il était pratiquement désinvolte à cette rencontre-là. Il était pratiquement... Regardez la position qu'il a adoptée quand il était assis. Ça, c'est pas la position d'un leader, ça. En face de Patrice Talon, regardez la position de Patrice Talon, disons les choses clairement. Et puis on dirait que bon, il est venu faire les samalek. Non, quand on est leader, quand on vous a choisi, parce que vous avez des compétences, des aptitudes, vous prouvez aux gens que vous pouvez le faire. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ceux de la délégation ne voulaient pas défier l'autorité de leur leader. Ils ont laissé faire un certain nombre de choses. Sinon, si c'était... Eric Ngoundete ou bien qu'on appelle Nourou Achali ou bien Rossi qui était chef de délégation, ça aurait été autre chose. On dirait que Boni Yayi avait d'autres intérêts qui ne voulaient pas bousculer sur le champ. Moi j'ai regardé tout le temps sa posture. Écoutez, on vous a donné un fauteuil, asseyez-vous correctement, montrez que vous méritez la place qu'on vous a accordée. Et là, vous posez les pas parce qu'il a ouvert la brèche, le chef de l'État est entré dedans. Et moi, à un moment donné, le chef de l'État a piqué une crise de colère. Il a monté le ton. Non, écoutez, le chef de l'État est une autorité. Parfois, en face d'un certain nombre de déclarations, il faut la maîtrise de soi. Il faut forcément la maîtrise de soi. Parce que votre interlocuteur, connaissant vos points faibles, il va vous piquer au vif. Quand Eric, le vice-président a parlé de enlever les de la... permettre au Parti des démocrates d'avoir un représentant, au niveau de la Constitution, le chef de l'État automatiquement a réagi de la façon dont il a réagi. Non, c'est un président de la République, moi je dirais c'est un président de la République. Et face à toutes les attaques, vous prenez de la hauteur, vous répondez. Donc je dis, cette rencontre, moi, m'a laissé sur ma soif. On aurait pu aller au-delà. C'est vrai qu'au niveau des partis démocratiques, je ne sais pas si se sont véritablement assis pour préparer la rencontre, mais je dis, le leader c'est lui qui a plombé la rencontre, parce qu'il n'a pas fait preuve de leadership, il n'a pas fait preuve de management, parce que Francis l'a rappelé, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut étudier la personnalité de celui que vous voulez rencontrer, il faut l'étudier. Ici, Boni Yayi connaît bien la personnalité de Patrice Talon, mais il s'est laissé écraser tranquillement. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, il y a certains observateurs, certains analystes qui pointent du doigt également le format de cette rencontre. Ils estiment que si on s'entend que c'est un dialogue, déjà la disposition n'était pas partie pour être sur le même pied d'égalité. Ils auraient souhaité que ce soit une rencontre autour d'une table, un peu comme on l'a vu par le passé, déjà avec Eric Ngoundete qui faisait partie de la délégation, ou sur d'ailleurs un point à l'ordre du jour. Il a défié le chef de l'État où il a dit: Monsieur le Président, je vous défie de me sortir un seul article de ce texte de la charte des partis politiques. Et il dit: si vous me sortez, je sors de la salle.
parce qu'il était sûr de son fait. Tout le monde était autour d'une table, c'était un dialogue. Et certains qui sont très pointilleux sur ce genre de choses ont estimé que déjà le postulat est mal posé lorsqu'il y a les visiteurs d'un côté, le chef de l'État de l'autre côté, en face avec évidemment ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Est-ce que vous pensez que ça a pu influencer la nature de la discussion? Et est-ce que ça aurait dû influencer la nature? Non, du tout pas. Pour moi, c'est quel que soit le terrain sur lequel on vous met, c'est votre préparation qui fait que vous gagnez les matchs. Et c'est pas du tout cette disposition qui est en cause. Ça peut influencer, mais la disposition n'est pas du tout en cause. Pour preuve, rappelez-vous quand le président insistait sur le fait que les démocrates sont trop critiques, sont trop ceci. Il est même allé jusqu'à dire qu'ils sortent que dans leur logo là, c'est la flamme qui va brûler le... Bon, ok. Il faut respecter, il faut s'en tenir aux propos. C'est important. Je vous concède ça. Il est convié à ne pas brûler le pays. Ok, d'accord. De toutes les façons, il est allé jusqu'à leur demander d'enlever la flamme de leur logo. Et quand Nourenou Tchadi a pris la parole, il a dit, mais de quel droit il ne peut pas critiquer l'action du gouvernement ou ne pas critiquer ce que... Et quand il a dit ça, le président a dit, ah mais ça c'est bien dit. Vous voyez, c'est que les rebonds, c'est ce que je dis quoi, c'est qu'il faut préparer cette rencontre et savoir, quand il a dit ça, qu'est-ce que nous nous disons, quel rebond nous lui donnons, pour que, parce que ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit est pertinent, sauf que eux, ils n'ont pas le temps d'expliquer et d'argumenter. Je vais prendre Francis un peu, parce que le chef de l'État a dit, il a répété que la situation de la Cour constitutionnelle en 1996, avec Kérékou, ou en 1996, et puis après 2006 avec Yaïboni, puis 2016 avec lui, que c'est presque la même chose qu'aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Que c'est le contexte. Il faut des tests. Non. Les tests peuvent être les mêmes choses. Tous les membres de la Cour sont... Les tests peuvent être les mêmes choses. Les tests peuvent être les mêmes choses. Les tests ont changé. Alors, c'est sur la base des mêmes tests que donnez-moi, Francis, je ne t'ai pas coupé tout à l'heure. Tu as dit de te donner la parole, tu en as donné tellement que je... Il faut maintenant... Bon, mais écoutez... Tout le monde a eu un temps proportionnel. Oui. Je pense même qu'Alphonse est généreux souvent. Il se tait vraiment très vite. Oui, mais permettez-moi de m'expliquer, parce que quand vous me sautez dans la gorge comme ça, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Je dis, parler des tests, mais parler plutôt du contexte. Parler du contexte. Parce que le contexte n'est pas le même. La raison pour laquelle Kérékou pouvait gagner, c'est parce que l'Assemblée avait nommé des gens. Le président Soglo avait nommé des gens, ce qui faisait que l'opposition avait quand même nommé des gens qui étaient à la Cour constitutionnelle. Et il ne faut pas oublier que Adrien Oumbédi, qui était président de l'Assemblée nationale, qu'on a nommé la Cour, cette Cour-là, a basculé du côté de Kérékou après. Conteste Yaïboni en 96. L'opposition... Conteste Kérékou en 96. En 2006, vous voulez dire? Non. Vous venez de parler conteste Yaïboni en 2006. En 2006, bien sûr. Conteste Yaïboni en 2006. L'opposition, il y avait toujours un combat sérieux entre l'opposition et la mouvance pour que les deux partis soient représentés dans les institutions. Donc l'opposition était bien représentée dans les institutions et ça favorise, parce que vous imaginez, ceux qui viennent souvent, ceux qui gagnent les élections ne sont d'aucun parti. Donc ça favorise généralement cela. Mais aujourd'hui, ce que nous avons... Mais il a donné l'exemple de 2016 aussi. Et 2016 également. 2016, n'oubliez pas... le contrôle des institutions. Non, mais écoutez, 2016, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Avant les élections, il y a eu l'Assemblée. Et à l'Assemblée, il y avait un combat sérieux entre, comment on l'appelle, Adrien Oumbédi qui a pris le perchoir et Komi Koutié, justement, que le président Yaïboni proposait. Et donc, n'oubliez pas que
et le président a soutenu Adrien Goumbedi dans ce combat. Et qu'une fois qu'on a eu ça, les personnes nommées par l'Assemblée pour aller à la Cour constitutionnelle, donc viennent de quelque part et favorisent le fait que quelqu'un qui n'a personne là peut aller là-bas. Mais aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que tout le monde est nommé par le même camp. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais il y a une différence entre les deux. Le mot de désignation, les tests peuvent ne pas changer. Si vous permettez, oui. En fait, permettez que je vous dise que ce que vous dites, c'est par rapport au contexte, et ce contexte est né des élections de 2019. Mais je parle de la légalité. Est-ce que le mot de désignation des membres de la Cour constitutionnelle a changé? Non, Francis. Non, le mot n'a pas changé. Mais on s'est rendu compte que la légalité, à l'Assemblée nationale, c'est le même cas. Oui. Alors, si vous permettez, il y a la légalité, mais il y a aussi. Donc, c'est des personnes déjà acquises aux causes du chef de l'État. En 2016, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il avait initié sa toute première réforme de la Constitution. Il avait pointé du doigt justement le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle et il avait estimé en son temps que c'est un mode qui ne permet pas justement de maintenir la neutralité de la Cour, parce qu'il peut arriver que lorsqu'un chef de l'État a la majorité, non seulement au Parlement, mais également à une majorité écrasante, il peut arriver qu'il maîtrise la plupart des membres des sages de la Cour, et donc avait initié une réforme de la Constitution qui voudrait que les sages de la Cour constitutionnelle soient désignés par les magistrats, par un vote au sein des magistrats. Malheureusement, cette réforme n'est pas passée. Allez, non, il y a un petit rappel. Le chef de l'État à l'Assemblée nationale. Oui, je fais juste de rappel de le chef de l'État à l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution avec la majorité écrasante. Mais toutes les réformes proposées par le chef de l'État n'ont pas été prises en compte dans la révision de la Constitution. Je prends le cas de la HAC où on dit désormais le président devait être élu, c'est le chef de l'État qui l'a proposé. Mais pourquoi au moins le chef de l'État a eu la majorité à l'Assemblée? Ces réformes-là n'ont pas été introduites dans la révision. Ça veut dire qu'on a choisi de façon pertinente de ne pas le faire. Cette majorité est conjoncturelle, elle n'est pas structurelle. Et je rappelle qu'en fait, par rapport à la Constitution, vous savez que le mot de désignation des membres de la Cour constitutionnelle suppose évidemment que le chef de l'État propose et que le bureau de l'Assemblée propose. Mais dans l'hypothèse où le chef de l'État, qui est dans la charge, a sa majorité en fait au Parlement, forcément, il contrôle tous les membres de la Cour constitutionnelle. Non, pas du tout. De facto, mais l'intérêt supérieur de la nation exige. Oui, bien sûr, parce que c'est ça qui a fait qu'on a exigé, que toutes les tendances soient représentées chaque fois qu'on veut nommer à chose. Il y avait une possibilité. Non, il y avait une possibilité. La constitutionnelle aurait permis de changer le mot de désignation des membres. Non, moi je ne parle pas des tests, je parle des ordres. Je ne parle pas des tests, je parle des ordres. Parce que au-delà des tests, nous sommes appelés à cohabiter. Et vous verrez, aux États-Unis, on ne peut pas dire, moi je suis majoritaire, donc dans les institutions de si je vais tout prendre par moi-même. On va de sorte que chaque tendance soit représentée pour qu'il n'y ait pas de... Allez, messieurs, on va faire un petit break, si vous permettez. À avoir désormais des tests qui nous permettent d'assurer constamment... Mais nous avons une opportunité, de mettre en cause... Nous avons une opportunité de mettre en pratique nos réformes. On va faire un break, si vous permettez, messieurs, on va faire un break pour recevoir par ici Maurice Tantan, qui est porteur, bien sûr, des avis des internautes. Quelles leçons avez-vous tiré de la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les responsables du parti Les Démocrates? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes qui ont eu le libre choix, bien sûr, de participer à ce débat de ce lundi au travers de nos canaux digitaux, Facebook, Twitter, éventuellement X et WhatsApp, pourquoi pas. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Eman Rodrigue Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes les internautes qui ont réagi à cette question du jour de ce lundi matin, ont eu diverses réactions, on va dire. Donc ils ont tiré diverses leçons de la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et la délégation du parti d'opposition, Les Démocrates. Je ne vais pas vous faire le résumé, je vous lis directement les commentaires. On est exclusivement sur Facebook ce lundi matin. Bernard Donrero nous dit, à propos de la rencontre du président de la République avec les démocrates, nous avons tiré comme conclusion que le chef de l'État, en toute franchise, n'a pas fait preuve de pardon envers ses compatriotes que sont les exilés politiques et les prisonniers
politique en refusant donc la proposition de grâce présidentielle ou d'amnistie. C'est ce que j'ai pu noter dans cette rencontre conclue cet internaute. Autre réaction, David Sekloka dit « Je ne vois rien de manifeste à tirer comme leçon. Le plus important à dire ici est qu'il faut apprendre à pardonner. Tout le monde commet des erreurs. Personne sur cette terre ne peut dire n'avoir jamais commis d'erreur, une faute. Donc il y a donc nécessité que le chef de l'État pardonne, insiste David Sekloka. Jean Zounon nous dit que 2026, c'est déjà aujourd'hui et maintenant. C'est pourquoi la rencontre entre le président de la République et la délégation du parti Les Démocrates est une très bonne initiative. Cette rencontre, selon lui, ravive le charme de la démocratie béninoise. C'est déjà un pas de plus pour des élections générales à venir. Seulement, j'aurais souhaité que cette rencontre ne soit pas en direct comme cela a été, mais je me réjouis quand même, vivement souhaite donc cet internaute que chacun puisse respecter sa parole. Encore deux commentaires d'internautes au sujet de l'interrogation de ce matin. Richard Ahossi nous dit « Il faut retenir que les démocrates ne veulent en aucun cas reconnaître que le pays avance. Le parti d'opposition ne veut non plus admettre qu'il y a une démocratie au Bénin. Pour eux, écrit Richard Ahossi, tant que le parti n'est représenté dans les institutions, rien ne va. C'est du moins l'impression qu'ils ont donnée lors des échanges avec le chef de l'État. » On va terminer avec le commentaire de Roland Aguet. Il nous écrit « J'ai retenu que le président Talon n'a pas trop laissé le temps à ses hôtes de bien s'exprimer. J'ai constaté que le président, le chef de l'État n'a fait que donner des leçons à ses interlocuteurs et eux aussi, comme des enfants, ils ont tout encaissé. Voilà, ils se sont mis la corde au cou. » Voilà donc les diverses réactions qu'on a pu noter sur la toile au sujet de cette question du jour, cher Herman. Merci beaucoup à vous, Maurice Tontan, pour ces avis rassemblés. On se retrouve très prochainement sur 5 sur 7 matin. Je vous souhaite une très bonne journée de lundi. Bonne journée à vous bonne également. semaine de travail. Allez.